Merci. Et je te mets le petit minuteur. Bonjour à tous. Alors encore un peu de patience, Pierre arrive, je sais que vous l'attendez tous et que c'est la guest star de ces 15 minutes chrono et que je passe juste avant lui, donc je vais faire ce que je peux pour vous animer quand même un petit peu, en plus pour vous parler d'un sujet qui peut paraître comme ça un peu moins sexy que d'autres, mais donc je vais vous parler du collaborateur. Alors, le collaborateur, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Parce qu'effectivement, donc, vous me connaissez peut-être avec la casquette de l'ESCAET, donc j'ai accompagné pendant 14 années des futurs collaborateurs, et c'est un vrai sujet qui me tenait à cœur, de les accompagner à construire leur projet professionnel, et puis aussi j'ai accompagné des pros dans le cadre de leur entreprise à monter en compétences, évidemment avec l'ensemble de l'équipe. Et on se rend compte que finalement, le collaborateur, c'est aussi lui qui fait l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, c'est important de ne pas l'oublier et de savoir comment est-ce qu'on le positionne. Donc on va voir un peu deux éléments, ce qui se passait et ce qui était déjà en cours avant la crise qu'on est en train de vivre, et puis on verra comment la crise est en train de changer ou d'accélérer ce mouvement, et puis on essaiera de parler de l'après. Donc effectivement, on a tendance je discute avec pas mal de gens et depuis quelques mois, je travaille avec une vingtaine d'entrepreneurs et dirigeants du tourisme pour réfléchir justement à finalement comment est-ce qu'on réintègre le collaborateur à la suite de cette crise et comment est-ce qu'on construit la suite avec lui. Et on se rend compte que ça ne peut pas se faire de la même manière dans toutes les entreprises pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas toutes structurées de la même manière et qu'elles n'ont pas toutes le même, on va dire, la même répartition de profils dans leur sein. Donc, déjà, en préambule, je pense qu'il faut avoir en tête que dans les entreprises, on a plusieurs types de générations. Moi, on m'a souvent demandé d'intervenir sur les nouvelles générations. La réalité, c'est qu'on n'est pas... Je pense qu'il n'y a pas d'enjeu à stigmatiser une génération en particulier, mais à comprendre que dans les entreprises, directement ou indirectement, on a un peu l'ensemble de ces générations-là que vous voyez. Donc les baby-boomers, qui sont la génération après-guerre, la génération X, la génération Y, la génération Z, qui est surtout dans les écoles et qui est en train d'arriver un peu dans les entreprises, et indirectement la génération alpha. C'est Amélie qui en parlait ce matin en disant mon espoir c'est mes enfants, et effectivement donc souvent les enfants sont ceux de la génération alpha qui portent déjà en fait des notions de responsabilité qui sont beaucoup plus fortes que les générations d'au-dessus. Et donc on se rend compte que finalement il y a des influences des deux côtés. On a tendance à dire que le rapport à l'entreprise n'est pas le même en fonction des différentes générations, et quand on est baby boomer, on est rentré après la guerre, donc en entreprise, et il y avait tout à reconstruire, et on a globalement eu une carrière où tout s'est bien passé, tout n'a fait qu'évoluer de façon assez positive. Donc ils ont eu cette influence sur la génération X en leur disant rentre dans l'entreprise, tu verras, c'est là que tu vas te développer, et c'est là que tout va se passer, et c'est parce que tu vas te développer dans l'entreprise que tu vas pouvoir développer le côté perso aussi de ta vie. Et finalement, la génération X, c'est les premiers qui ont rencontré un peu les premières crises économiques et qui ont rencontré les premiers plans sociaux et qui ont été les premiers à vivre des expériences de laisser pour compte en disant j'ai tout donné pour mon entreprise et puis finalement, du jour au lendemain, on m'a laissé tomber. Et eux, ils ont une influence sur la génération d'en dessous en leur disant attention, l'entreprise, elle va pas tout apporter et il faut que tu fasses attention à préserver aussi en fait ton bonheur personnel. J'ai pas de recette à te donner, débrouille-toi, mais enfin en tout cas ne mise pas tout sur l'entreprise. C'est pour ça que dans la génération Y, on a commencé à voir l'émancipation du salariat et puis d'aller de plus en plus vers de la création d'entreprises. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de génération Y à la tête des startups aujourd'hui. Et puis la génération Z, que souvent on associe à la génération Y, elle est un peu différente en réalité. Elle ressemble plus à la génération d'avant les baby-boomers, qui est la génération silencieuse, donc la génération pendant la guerre. Pourquoi la génération Z, elle est comme ça? Parce que c'est la première génération qui a conscience que, en fait, les générations d'au-dessus, elles n'ont aucune réponse à leur apporter. C'est elles qui vont devoir tout construire. Donc elles n'ont plus tout à fait confiance dans l'entreprise, elles n'ont plus confiance dans le politique.
C'est les générations qui ont grandi avec le terrorisme, donc qui savent que de toute façon, à un moment, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est aussi une génération qui aura grandi très vite avec la crise qu'on est en train de vivre et donc qui aura pris conscience qu'un virus peut mettre à plat énormément de choses. Et la génération alpha, c'est la génération qui va arriver et c'est la génération, on dit que c'est la première génération qui va devoir inventer le rôle de l'homme dans un service, dans un univers tout technologique. Donc quand on prend un peu de temps pour analyser un peu cette phrase, on se dit qu'on a un rôle pour les accompagner qui est très important. Et puis de l'autre côté, donc on a un contexte d'entreprise aussi qui est très varié, avec des choses qui ont évolué. On avait avant le Graal de la très grande entreprise, il fallait à un moment dans sa vie, dans sa carrière, être passé par là. Et puis ça a été remis un peu en cause en se disant, finalement, les PME, PMI, elles permettent peut-être plus de polyvalence, elles permettent de se développer un peu plus et d'en faire un peu plus pour l'entreprise et d'être un peu plus acteur. Puis on a eu d'autres évolutions avec l'arrivée donc des entrepreneurs, avec les micro-entreprises, les différents statuts pour aller jusqu'à aujourd'hui, ce dont on entend parler partout, la Startup Nation, qui introduit quelque chose d'assez nouveau par rapport à des fonctionnements historiques d'entreprise où on a eu l'habitude avant ça en fait, de générer de la croissance avant de se développer et avant d'aller chercher des investissements. Et quand on est dans des startups, donc on y rentre par le sens inverse, où on lève des fonds avant de se développer et avant de croître. Donc le rapport à l'entreprise et à la façon de travailler n'est pas forcément le même. Et puis on a aussi toute cette partie institutionnelle dans laquelle on a un lien avec les collectivités et des subventions qui proposent un fonctionnement encore un peu différent. Et donc, on ne peut pas avoir une lecture unique. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on lit son collaborateur, pour le comprendre, il faut déjà savoir un peu d'où il vient et de quelle génération et de quelles ont été ses influences, et aussi dans quel type d'entreprise il est. En fonction de tout ça, on ne va pas avoir les mêmes réactions. Mais ça, c'était déjà vrai avant la crise. Et on était déjà avec une lame de fond qui était globale, alors qui était poussée par les générations, les millennials. Mais en réalité, on se rendait compte que finalement, tout le monde en était là. On était en train de chercher... on était en quête de sens. Déjà, on commençait de plus en plus à se poser la question de pourquoi je bosse et à quoi je sers dans mon entreprise. On était en quête d'écoute. On avait besoin de plus en plus d'écoute, de monter en compétences, surtout les nouvelles générations, donc qui poussent là-dessus à aller voir les entreprises plus pour le salaire, mais surtout être dans une entreprise dans laquelle on sent qu'on peut évoluer et on peut apprendre tout le temps. Il y avait un besoin de partage, un besoin d'engagement, de plus en plus d'être dans des entreprises qui sont engagées pour une cause et qui emmènent leurs collaborateurs là-dedans, de responsabilisation, de flexibilité. Alors on en parlera parce que ça a été effectivement c'est encore plus vrai depuis la crise, mais c'était déjà vrai avant. Il y avait déjà des choses qui se mettaient en place dans les entreprises et il y avait déjà une recherche de ça. On était en quête de reconnaissance, on était en quête d'innovation. Il y avait une vraie volonté d'être dans des entreprises qui se posent des questions de l'après. Donc ça tombe bien, puisque de toute façon, on n'a plus le choix que de se le poser. Mais enfin, en tout cas, c'était déjà vrai avant. Et puis d'humain, parce que la réalité, c'est que quand même, tout le monde cherchait ça. Donc effectivement, la crise, elle va pas tout changer. Elle accélère ce qui était déjà en train de se faire. C'était mon propos. Donc elle accélère cette situation. Et pour bien comprendre comment est-ce qu'il faut analyser le collaborateur, il faut vraiment avoir en tête les différentes phases qu'on a eues pendant cette crise. On a eu une phase de confinement dans laquelle il y a eu un choc. On peut tous dire qu'on s'est pris un camion sur la tronche, hein, enfin voilà, globalement, et qu'on a tous absorbé ce choc ensemble. Et que il y a eu une adaptation à des nouveaux rythmes qui, globalement, s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire, on l'aurait pas dit au départ, mais en tout cas, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que finalement, c'était presque la période la plus simple, la période de confinement, de ce qu'on a eu à gérer. Et puis, il y a le déconfinement. Et le déconfinement, en fait, il a fait passer de l'espoir au désespoir, que ce soit au niveau en fait, de l'activité, comme au niveau des collaborateurs. Donc au niveau de l'activité, on s'est dit, super, on va être déconfiné, les gens vont réserver. Il y a eu au début quelques réservations. Il y a certaines régions, certains territoires pour qui l'été a été plutôt bon. Mais on se rend compte que là, la rentrée est quand même très compliquée. Et donc du coup, on est passé de l'espoir au désespoir. Et espoir au désespoir aussi pour des collaborateurs qui
ont vu les choses évoluer en se disant super, on va aller vers de la flexibilité, le télétravail, ça va être mis en place, et avec un retour à l'entreprise où tout se fait pas forcément exactement comme ça. Et puis une rentrée qui est pleine de doutes, avec des réorganisations qui ont été repensées, des plans de relance, mais finalement une projection qui est compliquée. Côté collaborateurs, on se rend compte qu'il y a des vraies différences. Donc il y a déjà des vraies différences de génération, il y a des vraies différences parce qu'on est dans des entreprises qui n'ont pas les mêmes fonctionnements et pas le même rapport à la réussite. Et en même temps, il y a aussi un truc qui est très perso, qui est de dire, finalement, il y a des collaborateurs qui ont été touchés de près par la maladie, et ceux-là, ils n'ont pas la même réaction face à la maladie. Il y en a qui ont peur de la maladie, il y en a qui n'ont pas peur, donc ça oblige à s'adapter différemment. Au niveau des rythmes aussi, il y en a qui se sont très bien adaptés, il y en a qui ont souffert d'être en télétravail, il y en a qui n'ont pas du tout aimé d'être chez eux, il y en a qui ont adoré, il y en a qui sont nostalgiques du moment du confinement. Et puis on est quand même dans des métiers de passion dans notre secteur, et il y a aussi tous ceux qui sont soit retournés au travail, soit qui n'y sont pas retournés, qui se sont posé des questions de savoir en fait finalement est-ce que c'est toujours une passion pour moi, et est-ce que c'est comme ça que je le voyais, est-ce que mettre en place tous ces nouveaux protocoles, de mettre de la distance envers les gens, est-ce que en fait finalement c'est plus tellement ce que je voulais faire. Tous ceux qui sont en agence de voyage ou en tour opérateur et qui se sont gérés des annulations et des reports à tout va pendant toute cette période. En fait, il y a eu un moment où il y a une certaine usure qui s'est installée, et finalement, le bout du tunnel que personne voit de façon très claire, et donc qui commence à jouer de façon assez importante au niveau des collaborateurs. Et pareil, côté chef d'entreprise et entrepreneurs, on a là aussi des gens qui ont différemment perçu la maladie, qui se sont adaptés aux risques qu'il y avait auprès de leurs collaborateurs ou par rapport aux clients différemment, qui ont souvent mis en place des nouvelles organisations, qui ont repensé la suite sans les collaborateurs, puisqu'il y a une partie qui était en chômage partiel, donc du coup c'était compliqué de les repenser avec eux, et qui doivent donner un cap, mais qui ne maîtrisent pas tout, et qui en fait n'arrivent plus à donner le cap, et qui commencent à être vraiment usés, notamment là depuis la rentrée. Moi c'est ce que je constate de plus en plus, c'est que les entrepreneurs sont... En fait, il y a une usure au niveau du haut de la pyramide, et je pense que ça c'est inquiétant. Voilà. Et eux aussi une visibilité qui est compliquée. Donc il faut construire l'après, et avec des questions qui sont sans réponse, c'est-à-dire quand et avec quel partenaire et dans quelle dimension la reprise se fera-t-elle, et quand et avec quel collaborateur la reprise se fera-t-elle quand on a encore une partie des collaborateurs qui est en chômage partiel, et comment est-ce qu'on gère ça, le fait ceux qui sont là et ceux qui sont pas là, et comment est-ce que je ne renforce pas uniquement ceux qui sont là, et en me disant que ceux qui sont pas là quelque part ils participent pas à l'effort de guerre, donc finalement c'est ceux que j'oublie un peu, et comment est-ce que je fais en sorte que ceux qui sont en activité partielle ne m'oublient pas non plus moi entreprise. C'est très compliqué. Donc au niveau des partenaires, il y a des vraies réflexions à avoir au niveau du transport. J'ai mis l'aérien, mais c'est vrai aussi sur tout type de transport. Avec quel partenaire j'ai envie de continuer à travailler? Au niveau de l'hôtellerie ou de l'hébergement d'une manière générale, avec qui je veux travailler? Dans les destinations aussi, avec quels acteurs, qui existera encore? Est-ce que je dois passer par des intermédiaires ou pas? Il y a des vraies questions qui sont à se poser, et il faut se les poser en intégrant la dimension collaborateur. On a des vrais risques, des risques qui sont réels, on le sait déjà, des disparitions d'acteurs, il y en a déjà eu et on sait qu'il y en aura d'autres. On a des risques de dégradation de l'image du secteur. Alors, paradoxalement, c'est super, on n'a jamais autant parlé de nous, autant parlé du secteur du tourisme à la télé, donc il y a un côté qui pourrait être positif, mais il y a un côté aussi dégradation de l'image du secteur pour des collaborateurs, encore une fois, pour dire, voilà, travailler dans le tourisme, est-ce que finalement, c'est pas un peu risqué? Est-ce que vraiment c'est un secteur dans lequel je vais pouvoir m'épanouir? Il y a des vraies questions aujourd'hui chez les dirigeants et les entrepreneurs sur la fuite des collaborateurs, et qui plus est les collaborateurs qui n'ont pas envie de voir partir, qui se rendent compte que dans d'autres secteurs, ça fonctionne, et qui auraient envie de partir là-bas. Et il y a un désintérêt possible des futurs candidats aussi, des gens qui ne travaillent pas dans le tourisme, qui voudraient faire une reconversion dans le tourisme, ou des futurs étudiants qui voudraient rentrer dans des écoles, qui pourraient se dire finalement je ne vais pas prendre le risque d'aller là-bas. Donc plus que jamais, on a besoin de réengager ces collaborateurs en les rendant acteurs de la suite et en les rendant plus agiles. Et ça, c'est le rôle de toutes les entreprises. Et on a, à mon avis, un enjeu
commun, global, tous ensemble, qu'on soit dans le public, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans la formation ou collaborateur ou chef d'entreprise. C'est non plus seulement de rendre lisibles les différents métiers de notre secteur, parce que jusqu'à il y a encore pas longtemps, on n'y voyait pas clair dans les métiers et on n'y voit toujours pas clair dans qu'est-ce qu'on peut réellement faire dans notre secteur. Mais je pense qu'on a un vrai enjeu qui est de valoriser notre secteur. J'ai pas dit revaloriser, mais de valoriser, de retrouver en fait quelles sont les valeurs du secteur qu'on veut créer aujourd'hui. Et je pense que ça c'est vraiment important. Je vois que je suis déjà à la bourre. Donc, je pense qu'un des gros challenges qu'on a et que tout le monde a, c'est de challenger en fait son entreprise et de se poser la question en fait de quelle est notre raison d'être. On en a parlé ce matin. Moi, j'ai bu du petit lait ce matin sur chacune des tables rondes parce que on en revient à ça en fait, à se dire finalement, il faut intégrer ses collaborateurs à cette réflexion en se disant quelles sont mes vraies valeurs, qu'est-ce que je veux vraiment faire, pourquoi je veux faire voyager des gens et d'intégrer en fait les enjeux sociaux et environnementaux. La loi Pacte, donc le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, pousse de toute façon les entreprises et les collectivités à redéfinir leur objet en fonction de ces critères et ces enjeux sociaux et environnementaux. Et il y a une vraie urgence à faire ça et du coup à penser à son collaborateur avant de restructurer son entreprise et de se dire de qui je me sépare, de penser en fait qui vont être les collaborateurs qui vont pouvoir aider dans cette suite-là. Parce que celui qui a aidé et qui a contribué à l'effort de guerre pendant le confinement n'est peut-être pas celui qui sera le meilleur pour aider en fait à gérer la situation dans laquelle on est, qui est plus une situation de guerre froide où il faut être très patient, très tenace, et non plus pour créer la suite en s'appuyant sur des nouvelles valeurs. Donc il ne faut pas négliger cette réflexion qui doit être globale et dans laquelle on doit intégrer à la fois finalement à qui je m'adresse, de quelle génération il est, dans quel type d'entreprise on est et en fait comment la crise a été gérée pour mieux reconstruire la suite. Voilà ce dont je voulais vous parler. Et je vais juste terminer avec cette citation. Donc, les meilleures des choses arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, mais c'est le travail d'une équipe. Et je pense qu'on pourrait, donc c'est une citation de Steve Jobs, et je pense qu'on pourrait augmenter cette citation en se disant que les meilleures choses qui arrivent dans un secteur ne sont pas le résultat du travail d'un seul acteur, mais à mon avis d'un écosystème. Et plus que jamais, il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle de l'innovation frugale et réfléchir à comment est-ce qu'on fait, Thomas le disait ce matin, comment est-ce qu'on fait mieux avec moins. Et là, il faut qu'on challenge, en fait, quels sont nos collaborateurs qui vont pouvoir nous aider à réussir ce challenge-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie.